Il a été fait référence au Japon. Donc nous passerons au propos de Shiwaki Shinoda sur donc le feu dans l'eau. Voilà encore une autre façon peut-être de toucher le feu. Je signale la présence de Maître Manabe, forgeron qu'on retrouvera donc mercredi après-midi. Et je pense qu'ils vont attendre la fin quand même, parce que sinon non, vous souhaitez y aller, voilà, parce que alors. D'accord, je vois Pierre Nadeau qui est avec lui parce que... Bonjour à tous, bonjour. Je vous remercie de votre accueil. Alors, immense gratitude à votre venue. Vous pouvez applaudir effectivement Pierre Nadeau et Soumira Manabe. C'est un déplacement exceptionnel puisqu'ils nous proposeront une performance et qui nécessite beaucoup de travail en amont, bien sûr. Il y a déjà 5 ou 6 forgerons qui sont en train de préparer la forge à Saint-Urcise autour de Dominique Bargiel et de l'association de forgerons aveyronnais K12. Mais Pierre Nadeau est impatient, semble-t-il, de les retrouver, et Maître Manabe sans doute aussi. Alors, il y aura des échanges de cadeaux qui ont été prévus. Ici, il y en a un qui était prévu. Alors, peut-être, allez-vous revenir tout à l'heure ou pas? Parce que, à la fois, donc, Saint-Chély-d'Aubrac et nous-mêmes souhaitions vous remettre des cadeaux, mais peut-être qu'on va le voir tout à l'heure au repas. Vous serez là au repas tout à l'heure? Oui, au repas, on pourrait être là. Alors, voilà, on fera alors l'échange de cadeaux tout à l'heure. En attendant, l'échange qui sera aussi fait par le directeur de la Forge de l'Aïol à l'issue de la performance de Maître Manabe. Donc, je vous libère quand même... mais une nouvelle fois, immense merci d'être venu du Japon jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. Mais il faut conseiller aux gens. Je vous remercie beaucoup. On va aller commencer à préparer des travaux pour s'assurer que la démonstration de demain se déroule bien. Et on se reverra au repas plus tard aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Pierre. Merci. Maître Manabe. Tu voulais dire? Oui, je voulais remercier les libraires qui ont fait vraiment des efforts toujours incroyables, chaque fois plus difficile d'avoir des livres difficiles à avoir. Et je suis très content qu'on puisse trouver ici le livre de Fata Morgana, dans les tombeaux d'Ibn Arabi, d'Abdelwahab Medeb et d'autres. Et bien sûr, les livres indispensables que n'importe qui veuille comprendre quelque chose à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui doit les lire. C'est La maladie de l'islam. Je vous conseille vraiment de l'avoir, de l'arracher, de les diffuser. C'est un livre qu'il nous faut connaître. D'accord. Amina me glisse qu'il va y avoir un hommage à Tunis le 30 et 31 octobre prochain. Grand hommage avec spectacle soufi, et que si parmi vous certains étaient tentés, effectivement, vous pourriez naturellement rejoindre Tunis pour ce week-end 30 et 31 octobre qui sera un très très grand et bel hommage à Abdelwahab sur ses terres. Voilà, il y a eu déjà un très bel hommage à l'Institut du monde arabe auquel nous avons participé, qui était effectivement... sous le coup de l'émotion, bien évidemment, plus de 1200 personnes qui étaient même dehors sur le parvis de l'Institut du monde arabe. Spontanément, il y a eu effectivement un très grand choc, une très grande émotion. Je vais appeler donc Shiwaki Shinoda pour nous parler donc du feu dans l'eau. Voilà. Merci Shiwaki de nous rejoindre. Olivier Germain-Thomas aussi peut venir. Et vous passez après avec Ferrante et Ferranti. Vous pouvez monter tous les trois peut-être. Merci encore Alberto, qu'on va retrouver tout au long des rencontres, avec lequel vous pourrez échanger au cours des repas, des soirées. C'est aussi ça le principe des rencontres, c'est que ça ne se limite pas à une communication. Voilà. Et puis je suis passé, je repars. C'est une sorte d'aventure qu'on va partager pendant 3 jours, pendant 4 jours. Et Alberto nous accompagnera jusqu'à vendredi soir. Voilà. Donc vous venez de l'entendre, mais vous savez bien comment, pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des rencontres, tous les échanges qu'il peut y avoir derrière. Hein. Voilà. On change de programme alors. Pourquoi? Non, c'est Alberto. Non, oui, on avait dit que tu passais avec Ferrand après. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, tu préfères être... Oui, voilà, tout à fait. Voilà.
Alors, on a beaucoup entendu parler du Japon en ouverture de ces rencontres, mais je salue à nouveau l'effort extraordinaire que produit Shiwaki Shinoda, qui depuis 10 ans nous revient pratiquement chaque année. Il n'y a qu'une année où il ne nous est pas venu parce qu'il était tombé de son cerisier dans son jardin au printemps et il avait failli malheureusement y perdre la vie. Il a dû subir de nombreuses opérations. Moi, il m'a envoyé des mails en me disant qu'il était mort et qu'il ne reviendrait plus. Je salue cette formidable renaissance. Hein. Donc... Bien, je remercie Francis Cransac. Effectivement, je suis revenu des enfers. Mais voilà. Alors, peut-être avec un petit changement de programme, je prendrai la parole. Je parlerai de Feu Dondo. C'est une sorte de petit résumé du colloque que j'ai organisé il y a 5 ans au Japon, qui s'intitulait justement le Feu Dondo. Alors, le Feu Dondo, je commencerai par ça ne marche pas? Non, ici, ça ne marche pas. Hein? Monsieur le technicien. Hein? Mais ça ne marche pas, ça. Hein? Ah, voilà. Et ensuite, troisième image. Alors, je commencerai par citer la phrase de moine Nichiren du XIIIe siècle. Le feu dans l'eau, l'eau dans le feu, c'est le plus difficile à croire. Mais le feu du dragon sort de l'eau et l'eau du dragon sort du feu. Et c'est aussi Dumézil qui parle du feu dans l'eau, dans sa saison des rivières, mythe épopée et tome 3. Les eaux terrestres contiennent en elles, et je saute 2 phrases, 2 lignes plutôt. Oui. Les eaux terrestres contiennent en elles le feu. Ce feu interne les oblige à se mouvoir et à travers elles donne vie aux plantes. Peut-être je citerai plutôt le début de son chapitre. Un des dieux feu du Rig Veda est Apam Napat, le descendant des eaux. Il est la force innée qui, originairement cachée dans les eaux, se manifeste aussi soudain par l'éclair sortant de la nuée, par la flamme jaillissant du bois que l'eau a nourri, ou bien le feu naît de ce qui, normalement, l'éteint, l'eau, ou bien il est son propre descendant. Alors voilà, Dumézil. À l'origine, il n'y avait que le chaos et des ténèbres le couvraient, mais un point lumineux flottait sur la mer Noire. Et c'était le principe de la vie et de la lumière. Sa forme ressemblait à un œuf qui s'éclata un jour, et la lumière s'en échappa. C'était la naissance du soleil qui était né dans la mer. C'est ainsi que le monde se formait, qui était à l'origine le feu dans l'eau. Et voilà, c'est l'image de la naissance du soleil. À l'origine du Japon, le Japon était un archipel volcanique. Partout, la terre crachait du feu, et le feu, en tombant dans la mer, refroidi, formait des îles. Le premier mythe du Japon le raconte comme la création du monde par la déesse Izanami, qui n'est autre que la déesse des volcans. La terre émerge dans la mer. Tout récemment, une nouvelle île vient d'être née, Nishinoshima. C'est une 6852e île au Japon. Mais le Japon, c'est un archipel volcanique. Partout, il y a des volcans. La création du monde par la déesse Izanami avec son époux Izanagi. Le premier volcan émerge de la mer et en crachant du magma, il forme des îles et des provinces. C'est ainsi que la déesse Izanami, crachée du feu, forme l'archipel japonais.
Le mythe le raconte d'une autre manière. Le couple Izanami et Izanagi, se plaçant sur le pont du ciel, ballottent la mer. Et la première terre surgit. Ils descendent sur cette île pour continuer l'œuvre de création en s'accouplant. Voilà les images du premier couple. Amour enfermé au milieu de la mer, la mort de la déesse Izanami. Et ils mettent au monde des îles et des éléments en faisant l'amour. Au dernier moment de la création, la déesse met au monde le feu qui la brûle. En agonie, elle crache des montagnes et des rivières avant de s'en aller aux enfers. Mais la création du feu montre bien qu'Izanami est bien la déesse des volcans. Le mythe raconte ensuite la visite d'Izanagi aux enfers, où il trouve sa femme entourée de petits serpents. Naissance de 8000 îles, plutôt 6000 îles, peut-être, plus exactement. Elle meurt en mettant au monde le feu. Et Kappa, esprit de l'eau. Quand on passe, c'est dans le folklore japonais de l'époque moderne, n'est-ce pas? Quand on passe sur un pont, on entend une voix nous demander le feu. C'est l'esprit de l'eau, Kappa, qui a besoin du feu pour fabriquer du fer dans sa forge. Comme en Lituanie, on croit que les esprits de l'eau forgent du fer au fond de l'eau, mais ils ont besoin de travailler, de ravitailler leur forge du feu terrestre. Il y a un autre conte de la lampe de dragon. À une date précise, le dragon sort de la mer en l'éclairant. Il apporte une lampe du dragon qu'il dépose sur le sommet d'une montagne ou sur le cime d'un arbre. Cette lampe éclaire la mer pour protéger les pêcheurs au moment de l'orage. On dit que c'est le feu du dragon. Le dragon japonais habite la mer. Ce sont des illustrations de ce conte. Dans une variante de cette tradition, on dit que c'est la princesse du palais de dragon qui vient apporter la lampe. Et on voit qu'elle protège les bateaux perdus dans l'orage en les guidant avec cette lampe. Le palais de dragon se trouve au fond de l'océan. Et le roi de dragon y règne en présidant à tous ceux qui vivent dans la mer. Il provoque de temps en temps l'orage, mais sa fille est plus clémente que son père. Elle est anthropomorphe. On peut faire la comparaison avec quelques êtres mythiques occidentaux et cette princesse japonaise. Kenji Miyazawa, le poète Miyazawa, a écrit un conte de feu dans la coquille. Une fée donne une coquille à un garçon qui est lapin, qui il la garde précieusement. À son intérieur, le feu mystérieux brûle silencieusement, mais quand il ment, le feu s'éteint et il lui faut aller le chercher au fond de la mer. C'est une illustration de ce conte. Et en passant dans un récit historique, on parle de moine Mongaku. Mongaku, après avoir tué une femme adorée, se mettait à la cesse de la purification et de rédemption dans la cascade Nachi en plein hiver. Et quand il perdit connaissance, Fudo, qui est Akara, enflammé, apparut dans l'eau de la cascade et envoya ses deux acolytes, Kongara et Seitaka, pour sauver Mongaku flottant dans l'eau. On voit apparaître des flammes dans l'eau de la cascade de Nachi, même aujourd'hui. Et voilà l'illustration de cette scène. À gauche, on voit Akara enflammé, et à droite, on voit Mongaku en ascèse.
Plusieurs traditions racontent que le feu mystérieux flotte dans la mer. Le dieu Akara se montre entouré de flammes dans l'eau de cascade glacée. Dans la nuit de l'orage, on croit voir émerger des dragons en tenant une flamme dans ses griffes. Voilà le feu dans l'eau. La nuit de l'archipel japonais est peuplée des flammes sortant de l'eau. C'est parce qu'il est né du feu dans la mer. Et voilà la nuit des Akala, le feu dans l'eau, feu d'eau, feu d'eau. Voilà, ce sont des feux d'eau. Alors voilà, je termine. Merci. Excusez-moi. Donc peut-être des questions à Shiwaki Shinoda, certains d'entre vous? Oui, une ou deux questions. On a un micro qui se promène, hein, qui arrive. Max, merci. Mademoiselle. Si. Bon, 1, 2. Oui, ça marche. très bien. Je suis désolée, c'est très trivial. Est-ce que vous pourriez juste remontrer la toute première diapo, celle avec le moine qui parlait des dragons au tout début, parce que j'ai pas eu le temps de la prendre. Voilà. Et après, il y a une autre question sur un moment où on voit un hibou et je voudrais savoir pourquoi. Les étudiants. Oui, désolée. Mais on est très heureux d'avoir des étudiants dans le public. Celle-là, encore après et encore après. Voilà, voilà celle-ci. Attendez, hop. Ça va ? Merci beaucoup. Et aussi, à un moment, vous avez montré une image, celle avec le jeune garçon qui reçoit l'œuf avec le feu dedans. Et après, il y avait une image, et j'ai cru voir dans l'image qu'il y avait une chouette ou une forme de hibou. Et pourquoi, en fait? Quel est le rôle de cette chouette ou de ce hibou? Qu'est-ce qui... Voilà. Il s'agit du conte de Miyazawa Kenji, n'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, il faut passer à cette image. Je ne sais pas où ça. Un peu plus loin. Un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Voilà, voilà, celui-là. Bon, alors c'est une illustration. Vous demandez. Oui, la chouette en haut, oui. Qui c'est? Elle fait quoi? Oui. Justement, c'est un conte dans lequel la fée généreuse se présente sous la forme de cet oiseau chouette. C'est la fée. Hein? C'est la fée qui donne le feu dans le coquillage enflammé, etc. En bas, c'est le petit lapin. Hein? Merci beaucoup. C'est une image stylisée. Alors, c'est assez difficile de déchiffrer, mais il y a en effet un oiseau. Et là, je ne sais pas, enfin, il y a plusieurs choses, mais quand même, c'est un petit garçon qui n'obéit pas aux leçons de cette fée. Voilà. Une autre question, oui? Bonjour. En fait, c'est plutôt un commentaire. Ce que vous venez d'exposer me fait penser à ce qui s'est passé malheureusement chez vous à Fukushima. Et je me dis, ce feu de cette centrale qui est parti dans l'eau, est-ce que ça ne peut pas faire un rapport entre ce que vous venez de raconter dans les mythes et ce qu'on vit aujourd'hui avec ce drame? Vous parlez de Fukushima, n'est-ce pas? Peut-être on peut évoquer presque la même chose à propos de ce qui se passe actuellement en Chine. Il y avait une explosion dans matière chimique arrosée par de l'eau. Cela a aggravé l'accident. À Fukushima, je ne suis pas comment dirais-je, qualifié à vous expliquer de ces choses-là.
il y avait évidemment une explosion nucléaire. Cette explosion a été aggravée par la présence même d'eau, mais même s'il n'y avait pas d'eau, l'effet doit être aussi catastrophique. Je ne sais pas si tout ce qui s'est passé était vraiment aggravé par la présence de l'eau, ou bien si on utilisait plus sagement cet élément, peut-être on pouvait maîtriser un petit peu. Et là-dessus, les médias parlent beaucoup en citant ou bien en criminalisant telle ou telle personne qui travaillait dans cette centrale, etc. Mais enfin, j'avoue que je ne suis pas qualifié à vous expliquer. Alors, il y a toujours des questions qui reviennent après, au cours des repas. C'est même chose. Chiwaki sera encore avec nous pendant 2 jours. Donc je sais qu'il y aura des rebonds. Et comme nous avons... Alors peut-être une dernière question, effectivement. Nous avons ensuite 2 intervenants pour aller jusqu'à 13h, puisque c'est à 13h que nous rejoindrons sur la place qui est juste à côté. On a donc encore bien le temps de... Enfin, tout va bien, ça va. On peut encore... Dernière question. On m'entend ? Oui. Bonjour. Il y a 70 ans de la tragédie, la catastrophe de Hiroshima et Nagasaki. Est-ce que ce feu est discuté au Japon ? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais il me semble qu'aujourd'hui, cette salle est bien animée et des propos politiques auxquels j'avoue que je suis incapable de vous répondre pleinement. Bien sûr, on continue à parler, à évoquer des souvenirs de Hiroshima et de Nagasaki et de Fukushima, bien sûr, et on n'oublie jamais. Mais là-dessus, peut-être, vous serez plus informé que moi, quelquefois. Bien sûr, je crois qu'en France, on croit qu'au Japon, il y a une sorte de censure à propos de Fukushima, et vous, les Français, savent mieux que les Japonais. J'ai entendu parler de ça. Mais peut-être ce serait vrai, dans un sens. Au Japon, certainement, on dit que le Japon est un pays démocratique, où il y a le droit de publication, le droit de journalisme, etc. Mais quand même, en fait, le gouvernement existe lui aussi, qui veut contrôler un peu les informations, malheureusement. Et en France, ou aux États-Unis, ou en Europe, dans tous les pays plus libres, peut-être, que le Japon, vous serez mieux informés que nous, peut-être. Mais bien sûr, nous sommes tous intéressés de ces choses-là. Et peut-être il n'y a même pas un jour où nous ne parlons pas de Fukushima, de Hiroshima, de Nagasaki. C'est un souvenir inoubliable, bien sûr.